Très heureuse de vous dire que la région de Lanaudière et de Laval montre globalement une évolution très positive qui les amène dans le haut des classements dans plusieurs indicateurs socio-économiques dans les deux régions, autant Laval que Lanaudière. Donc, Lanaudière tire très bien son épingle du jeu. On dit, entre autres, que la croissance du PIB en 2014 dépasse celle du Québec, donc c'est excellent. Que l'emploi est en hausse entre 2005 et 2015, que la croissance démographique figure parmi les plus fortes au Québec. Les transferts gouvernementaux par habitant sont parmi les moins élevés compte tenu des performances en matière d'emploi et la population relativement jeune. Donc, ce qui veut dire qu'évidemment, quand ça va bien, on a moins besoin d'intervention gouvernementale, on va le dire comme ça. Que la valeur des permis de bâtir non résidentiels a fortement augmenté en 2015, donc on a une économie qui se porte bien. Que Laval occupe le 2e rang après Montréal pour ce qui est du taux d'occupation des établissements hôteliers et que Lanaudière se classe au 3e rang en ce qui concerne la croissance de la fréquentation des institutions muséales entre 2011 et 2015. Donc, on a vraiment bien performé dans la région. On dit en plus que en éducation, il y a eu une hausse spectaculaire du nombre de nouveaux bacheliers qui est constatée en Outaouais, dans les Laurentides, en Montérégie. Pour Lanaudière, on parle en transport par véhicule électrique. Le développement s'amorce principalement en périphérie des grands centres, même si le transport de véhicules électriques est encore marginal au Québec. Les données de 2015 indiquent que la Montérégie, Lanaudière, les Laurentides, la capitale nationale se démarquent par le plus haut ratio de véhicules électriques par 10 000 habitants, ce qui est le cas de Pierre-Luc. Il y a un véhicule électrique avec une Volt. Donc, il est vraiment très tendance. Donc, ça, c'est un communiqué qu'on vous fera parvenir, qui est sorti aujourd'hui. C'est une recherche qui est exhaustive, qui normalement parle de la démographie, l'éducation, santé, emploi, culture, l'activité économique, et ça compare les 17 régions administratives entre elles. Donc là, je vous ai fait part des points saillants, mais c'est toujours intéressant de savoir que Lanaudière est en peloton de tête ou se classe au moins parmi les 3 premiers dans des facteurs économiques qui sont assez importants. Évidemment, je pense que vous vous rappelez tous que le premier ministre est venu dans la région quand on a annoncé l'investissement à Bridgestone. C'est des retombées économiques assez intéressantes qui laissent présager, évidemment, pour la Joliette et le Grand Joliette de bonnes retombées. Vous avez vu également qu'on a annoncé qu'on repartait la série à Saint-Michel-des-Saints. Et là-bas, c'est pas négligé non plus. On parle de 13 millions de dollars au total, des garanties de prêts du gouvernement, d'Investissement Québec, du ministère. Et ce que ça donne comme retombée pour la région de Lanaudière, si on parle pour le nord de la région, c'est vraiment 45 nouveaux emplois qui seront créés. Donc, ça permet d'avoir, on comprend dans la majeure partie des cas, des familles qui restent en région, des maisons qui sont occupées, des enfants à mettre des écoles, des transactions dans les caisses populaires, les guichets ne ferment pas. Bon, il y a un paquet de retombées économiques qui sont non négligeables. Puis si on compare l'investissement qui a été fait dans Bridgestone et celle à Saint-Michel-des-Saints, c'est du comparable. Quand on regarde la taille de population, la superficie, les retombées économiques, les investissements, puis qu'on commence à comparer le comparable, on tombe vraiment dans... c'est aussi bénéfique avoir fait un investissement à Saint-Michel-des-Saints pour le gouvernement avec les différents partenaires à 13 millions que le 300 quelques millions qui a été annoncé à Joliette dans Bridgestone. Donc, évidemment, vous savez, Joliette, c'est une portion, hein, Lanaudière-Nord. Joliette, c'est une portion de la région de Lanaudière. On était ce matin du côté de la MRC des Moulins, où on a annoncé une entente entre le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion pour favoriser un organisme à Minat qui travaille à l'intégration des nouveaux arrivants. Et c'est une entente avec la MRC, donc qui va toucher et la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche, avec leur instance de développement économique, la Chambre de commerce, la commission scolaire, les principaux partenaires, pour faire en sorte qu'on puisse bénéficier de la part
l'égard de nos nouveaux arrivants. On sait qu'ils veulent travailler et des fois, il faut faciliter les ponts. Donc, ce matin, c'était l'annonce qu'on a faite, ce qui nous permettait de dire que depuis mon retour, donc à la fin janvier ou au début février, si vous voulez, entre février et aujourd'hui, il y a eu 9 ministres qui sont venus dans les différentes régions de la Nodière, autant dans la section de la MRC-des-Moulins avec Terrebonne et Mascouche qu'à Repentigny, où dernièrement, il y avait le ministre Coiteux qui a été annoncé, le parc-plage à Repentigny. Ici, vous avez vu le premier ministre qui est venu. Le ministre Anglade revient tout à l'heure. On a une activité avec nos militants. Donc, il y a que des bonnes nouvelles, je dirais, en perspective pour la région, ce qui est assez intéressant parce qu'on sait que l'économie, bon, c'est quand même le nerf de la guerre. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est capable de stimuler notre économie, les gens travaillent, c'est de l'argent qui revient dans les coffres du gouvernement. Quand on est capable d'atteindre l'équilibre budgétaire, c'est pas juste en coupant dans les budgets, c'est aussi en favorisant les rentrées d'argent. Les rentrées d'argent, bien, quand les gens travaillent puis quand les compagnies investissent, c'est toujours bon signe. Vous avez vu aussi Olimel qui a annoncé un investissement avec 200 nouveaux emplois qu'ils anticipent créer dans la région. Il faut dire aussi que comme ministre du Développement économique régional, j'ai rencontré le caucus des municipalités régionales de l'UMQ. Oui. Et c'est ce qu'on appelle les cités régionales. Donc, c'est les 27 villes, les 27 plus grosses MRC c'est une ville avec quelques-unes aux alentours. Donc, lorsque les élus ont émis le désir de me rencontrer, bien, je dis, bien oui, certainement. Comme ministre régional, on fera ça à Joliette. Donc, Joliette a eu le plaisir d'accueillir le caucus des cités régionales et monsieur le maire était très, très heureux parce que ça permet aussi d'avoir des retombées économiques, évidemment. Quand on comprend qu'il y a des maires qui viennent de Rimouski, qui viennent de Val-d'Or, qui viennent de Amos, qui viennent de tout partout. Donc, ça a permis de créer aussi de l'activité économique un peu. On a eu le loisir d'annoncer les infrastructures sportives aussi. Donc, j'essaie comme ministre responsable de la région vraiment de bien couvrir mon territoire. Vous l'avez vu, autant je peux être à Joliette, autant on était à Sainte-Julienne, autant on essaie d'aller à Terrebonne-Mascouche, Repentigny, pour être capable vraiment de faire le tour. Puis, une fois de temps en temps, on va un peu plus loin, comme à Saint-Michel-des-Saints. On avait parlé de la 158 qui est toujours d'actualité, qui est revenue encore dans le Journal de Montréal, oui. Que le maire s'attendait le 8 août au début des travaux pour le carrefour giratoire à Saint-Jacques. Et apparemment, les appels d'offres ne sont pas encore lancés. Donc, avez-vous une idée qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien là, la 158, c'est une problématique qu'il faut regarder dans son ensemble et non pas juste un coin. Vous avez vu aussi, comme moi, les reportages à LCN hier. Puis là, ben, ce que j'en comprends, ben, j'ai vu les reportages, j'ai demandé à voir la copie de la présentation qui a été faite aux élus parce que moi, je ne l'ai pas vue. J'ai laissé un message au cabinet de mon collègue, le ministre du Transport, pour qu'on puisse discuter qu'est-ce qu'on fait avec la 158. La bonne nouvelle, c'est qu'avant, on disait, ben, il faut faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens, mais il n'y avait rien sur quoi s'appuyer, sinon, chaque fois qu'il y avait des accidents. Là, aujourd'hui, il y a au moins des pistes de solutions qui sont là. Il y a eu du travail qui a été fait par le ministère. Vous comprenez tous que la programmation routière a déjà été faite pour 2016-2018, donc on est en train de travailler présentement sur la 17-19. Et à partir du moment où il y a des avenues qui sont privilégiées, je pense qu'il faut arrêter aussi de traiter bout par bout, puis essayer de le voir dans son ensemble pour être capable d'arriver à se donner au moins un plan d'action sur une phase 1, 2, 3, pour être capable d'orchestrer les choses correctement. Quand on regarde que présentement, les budgets du ministère du Transport, 90% des sommes d'argent vont à la réfection. Donc, à la réparation des routes, des ponts, des ponceaux, le maintien des actifs, c'est ça qui est important. Puis après, les nouveaux développements. Donc là, après ça, il faut faire les choix, il faut prioriser, puis il faut prioriser en fonction de la région. Fait que c'est sûr que c'est comme pas évident non plus. Tant que les budgets ne seront pas réaugmentés, on va avoir des choix à faire. Mais on est parfaitement conscient qu'à partir du moment où tu as déjà des études de fait, puis tu as des chiffres, bien, ça veut juste dire qu'on avance dans la bonne direction. Au moins, on ne stagne pas. Mais est-ce que moi, je peux vous donner un échéancier précis? La réponse est non. J'ai demandé à voir la présentation qui a été faite aux élus. Vous comprendrez que ça a été fait hier. Je veux l'avoir, mais je vais être en mesure de m'asseoir avec mon collègue pour voir comment on peut se doter d'un vrai plan d'action. Juste une petite correction pour Saint-Pierre-Sud, il n'y a pas encore de scénario privilégié.
Oui, mais il n'y a pas de carrefour gératoire comme tel. Il y a une question de partage de coûts aussi qui fait partie des discussions. Puis pour l'étude qui a été déposée, il n'y a pas d'échéancier ou de montant associé. Parce que l'étude a été déposée le 13 juin dernier devant les élus à Saint-Jacques, mais il n'y a pas d'échéancier ou de montant associé à ça parce que ça doit faire partie de la programmation routière. Donc, c'est sûr qu'on doit voir avec le ministre des Transports c'est quoi les priorités, puis quels montants aussi peuvent être investis dans l'enveloppe là, qui est consentie pour la région. Par rapport à l'hôtel de ville de Saint-Julien, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à la construction? Non, on m'a pas parlé. La seule chose que j'ai su, c'est que finalement, ils avaient été en mesure de récupérer beaucoup de documents qu'on croyait détruits, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Quand l'hôtel de ville a passé au feu, moi, ce qui était le plus important, c'était qu'on puisse ne pas pénaliser l'hôtel de ville parce que par conséquent, c'est les citoyens qu'on pénalise, sur le principe qu'on ne serait pas en mesure de fournir des documents ou de déposer des rapports à temps, au directeur général des élections, des rapports comptables, la reddition de comptes dans différents ministères. Et c'était ça qui m'importait le plus pour qu'on puisse faciliter vraiment la vie à l'hôtel de ville dans cet effort de reconstruction-là. On se rappellera aussi que là, à partir du moment où tu veux reconstruire l'hôtel de ville, il y avait des tankas où il y avait déjà eu une proposition d'agrandissement pour faire une salle communautaire. Puis c'est bien évident que tant qu'à construire, est-ce qu'on peut prendre en considération les projets qui avaient déjà été déposés. Donc là, je comprends qu'il y aura certainement un travail entre la compagnie d'assurance et chez nous, au ministère des Affaires municipales, pour voir de quelle manière on pourrait autoriser à aller de l'avant puis se partager une facture qui est correcte. Mais j'ai pas eu de coup de téléphone des élus, Pierre-Luc non plus. Bien, je vais parler avec M. Jeté, mais il n'y a pas encore de projet défini. On est à voir quelle alternative qui va être privilégiée, mais il n'y a pas de... Il va y avoir un accompagnement de votre part. Oui. Oui, c'est sûr, parce que de toute façon, regardez, dans l'histoire du Québec, il y a l'hôtel de ville de Montréal qui est passé au feu. Et c'est tout. Là, plus de 75 ans, je ne me trompe pas. Donc c'est sûr que quand tu as une situation qui est exceptionnelle, moi, dans un premier temps, je pense que c'est important d'aller rassurer les élus en leur disant « on va vous accompagner ». 2, quand j'ai parlé avec le ministre des Affaires municipales, le ministre savait que, on était devant une problématique tout à fait particulière avec un cas d'exception, puis qu'il fallait être capable de gérer l'exception. Donc, moi, c'était ça qui m'importait le plus. Puis après ça, si la municipalité a besoin qu'on l'accompagne dans d'autres demandes, c'est sûr parce qu'il y a certainement des documents qui sont disparus, qui n'ont pas été capables de remettre la main dessus. Mais nous, à partir du moment où il y a des documents qui étaient déjà déposés dans les différents ministères, on les a, ces documents-là. Donc, on ne part pas nécessairement à zéro, là. C'est sûr que le trafic sur la 40, c'est un peu l'enfer, hein. Regardez, même là, il y avait un accident, donc on a pris une autre voie. C'est pour ça qu'on était légèrement en retard. Tu sais, moi, je pense que il y aura toujours une question de moyens, mais c'est sûr que quand on regarde présentement, la réalité est qu'on ne facilite pas le transport de plusieurs personnes dans le même véhicule. Ça, faut commencer là. Faut commencer à arrêter d'avoir 3-4 autos par ménage. Faut commencer à faire du covoiturage entre nous. Je pense que ça, c'est une grande partie de la solution, mais s'il n'y a pas personne qui covoiture puis qu'on continue d'avoir 4 autos dans le stationnement, une pour monsieur, une pour madame, puis une pour chacun des enfants, on y arrivera jamais, puis les routes vont toujours être congestionnées. Fait que c'est sûr que pour ceux qui ont la possibilité d'avoir du transport en commun, prendre le transport en commun, ça veut dire prendre un peu plus de temps pour aller travailler des fois, mais au moins, tu as ta conscience environnementale qui, elle, joue aussi, puis je pense que c'est des modes de transport alternatifs. Bien, ça, à ce niveau-là, je dirais, c'est surtout d'essayer d'encourager les gens à utiliser le transport qui existe présentement. Je comprends un peu le gouvernement de ne pas investir dans des réseaux qui sont toujours déficitaires. Moi, quand je descends à Montréal, je prends l'autobus, la plupart du temps, mais il reste que l'horaire n'est pas toujours agréable. Mais finalement, tu ne prends pas plus de temps, même c'est souvent plus rapide que quand tu prends ta voiture. Sauf que les gens ne le savent pas, puis l'horaire porte pas. Tu sais, c'est comme la saucisse, hein? C'est le même principe. Si les gens peuvent commencer à utiliser l'autobus plus régulièrement, il y aura possibilité d'augmenter des services. Oui. Puis là, à ce moment-là, ça va diminuer le nombre de voitures. Le train dans le sud de la région aussi qui est maintenant... Oui. À chaque fois qu'on a dans la Nodière des activités pour garder les gens plus longtemps, les gens vont dépenser plus d'argent, on va faire travailler du monde, l'économie va rouler plus, puis il y a plus de commerces qui vont vouloir ouvrir leurs portes, tu sais. Fait que c'est toujours une roue qui tourne. Est-ce
que on n'est pas dû au Québec pour être capable de peut-être s'asseoir dans un certain nombre de régions, prioriser les régions où le taux de chômage est plus élevé, là où tu as de l'activité mono-industrielle pour être capable de la diversifier à partir du moment où il y a une réelle volonté des acteurs de dire, bon, peut-tu prendre notre région en main, pouvez-vous nous la confier? Ben moi, je pense que oui. Donc, c'est sûr que ça fait partie des choses qu'on commence à regarder pour faire en sorte qu'on puisse prioriser différentes régions. Puis c'est sûr que quand on prend la Naudière, la problématique, elle se pose pas de la même question quand on parle de Mascouche, Terrebonne puis Repentigny. Là-bas, les défis sont autres. Ici c'est ça. Tu sais, c'est sûr que quand tu regardes le total, tu as une statistique qui est bien, mais il faut être capable de tenir compte des micro-régions aussi, avec les données qui sont différentes. Puis je vais vous le comparer avec la capitale nationale. La capitale nationale, Charlevoix fait partie de la capitale nationale. Quand tu regardes le taux de chômage, la capitale nationale, il est à 4,5 %, je pense. Mais c'est Québec qui est très, très bas. Mais quand tu t'en vas dans Charlevoix, Baie-Saint-Paul, la Malbaie, le taux de chômage est à 12 %. Fait que c'est faux de dire que la région se porte bien. La région, oui, se porte bien, mais il y a des secteurs où il faut regarder, puis il faut être capable de se dire les vraies affaires en disant, ben là, c'est un peu plus dévitalisé. Comment on peut faire pour faire en sorte qu'on puisse tirer notre épingle du jeu? Dans Charlevoix, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est beau, ils ont des produits du terroir. La plupart des régions, on a toutes des belles forces, puis puis tu as des faiblesses qu'on peut transformer en force. Moi, quelqu'un qui va me dire, mon taux de chômage est à 12 %, hey, tu as de la main-d'œuvre qui est disponible. C'est-tu bon, ça? C'est vrai, tu as de la main-d'œuvre qui est disponible. Mais il y a des endroits où les entreprises ne peuvent pas partir un deuxième chiffre et ne peuvent pas prendre d'expansion parce qu'ils cherchent des employés. La démographie a quand même augmenté beaucoup. Moi, je reste toujours Montcalm. Puis, il y a des blocages là, au niveau des routes. On en a parlé l'année dernière, que ce soit la voie de contournement. Là, finalement, c'est fini par Passe-en-Cours. Fait que ça devrait débloquer. Mais est-ce que vous avez des idées un petit peu à Saint-Lin? Puis la 25, qui est toujours un gros problème. Pour la question de Saint-Lin, on est devant le ministère de l'Environnement pour un avis de recevabilité. Puis ça peut être après en audience au BAP. Donc ça, c'est pour la voie de contournement. On est conscient qu'il y a 14 500 véhicules là, qui passent chaque jour au centre-ville. Ça, c'est un enjeu. Je pense que c'est su. On a eu des discussions à ce sujet-là. Là. Puis par la suite, ça peut y avoir des audiences. Puis pour la question de la 25, ça ne figure pas au PQI. Mais ça aussi, ça fait partie des discussions avec la sécurité là, de la 158. Là, c'est une continuité, mais ça ne figure pas au PQI pour l'instant. Je vous ferai remarquer aussi que les députés ont toujours la possibilité, même si c'est des députés caquistes ou péquistes, moi, quand il y a des députés qui viennent me voir et qui me demandent « Lise, peux-tu m'aider? » Bien, c'est bien évident que je travaille pour les gens de la région. Je travaille pour la région. Fait que je travaille pour les maires, je travaille pour les élus. Les élus peuvent prendre leur téléphone aussi, m'appeler quand ils veulent. Les maires le font. Ils nous interpellent, Pierre-Luc, moi. Quand il y a une problématique, de manière générale, les élus savent qu'on peut les aider, donc ça pose pas de problème. Je vous dirais que c'est sûr que dans le rôle des députés, de manière générale, les députés vont plus travailler avec monsieur, madame, tout le monde. Ils vont travailler avec les gens qui ont besoin d'aide, soit à l'aide sociale, en emploi, dans les relations gouvernementales. Après ça, ben c'est sûr qu'il peut avoir du développement économique, bien là, ça, j'y suis. Puis toute la balance des autres services, il y a des directions régionales. Donc, à partir des directions régionales, on est capable d'avoir toute l'information qu'on a besoin. Puis les gens, ils savent que s'il y a une problématique qu'ils veulent m'adresser, ils peuvent le faire, là. Les collègues travaillent en étroite collaboration. Puis c'est vrai pour les autres régions aussi. Moi, quand j'ai des collègues qui me demandent de l'information économique pour leur région ou pour leur secteur, s'il y a des choses qui s'en viennent, quand il y a des choses qui s'en viennent puis qu'on est capable de le dire, on le dit. Simplement. Au ministère, on nous a dit, c'est qu'on avait demandé de faire de l'optimisation dans l'administratif et non pas dans les services qui sont offerts sur le terrain. Je pense sincèrement que l'optimisation, c'est pas juste de dire je coupe dans une enveloppe, mais c'est qu'on regarde comment on va mieux travailler aussi. Je pense que Gaétan Barrette s'est donné toutes les chances qu'il fallait en faisant des modifications à la loi, parce que c'est le cadre de la loi qui dit de quelle manière on va travailler. T'sais, c'est sûr que ce qui peut faire la différence, c'est quand les GMF sont là, sont fonctionnels, bien, plus tu as de gens qui vont des GMF, moins tu as de gens qui sont à l'urgence. Moins tu as de gens qui sont à l'urgence, moins tu as de monde dans les lits. Si ton service à domicile il est développé de manière adéquate, bien, des services à domicile, ça va coûter entre, mettons, 4 et 10 000 par année. Une personne qui est dans une ressource intermédiaire va en coûter 30. Une personne qui est dans un centre d'hébergement de soins de longue durée va en coûter 50-60. Une personne qui occupe un lit dans un hôpital va en coûter 100-110 000 par année.
Fait que mettez les gens au bon endroit, automatiquement, on va être en mesure d'optimiser. Quand on parle d'optimiser, bien, c'est ça qu'on veut dire. Tu sais, je pense que quand les infirmières sont capables de poser des actes médicaux, ben, c'est sûr que tu n'engorges pas les urgences quand tu as un GMF puis que l'infirmière peut poser des petits gestes que normalement, c'est le médecin qui aurait vu. Mais c'est tout ça mis ensemble qui fait la différence. Tu sais, quand tu fais du regroupement d'achats puis du regroupement de services, parce que c'est aussi ça, optimiser, et je pense que c'est la demande qui a été faite, bien, quand tu es capable de mettre tes achats en commun, ça te fait une différence sur ta facture. Fait que oui, tu es capable de venir changer tes choses. Tu sais, avant, les gens imprimaient des rapports généraux annuels en 4 couleurs process, des briques épaisses comme ça. Bien, aujourd'hui, on met tout ça sur une clé USB. Savez-vous tout l'argent qu'on a sauvé juste dans la différence de notre consommation par rapport dans les produits de consommation? Fait, moi, je pense que l'optimisation se fait. C'est sûr aussi qu'il faut comprendre que tu auras toujours... tu auras toujours, ben oui, on peut faire mieux, puis non, ben j'ai pas assez d'argent. T'sais, fait que tu auras toujours les deux côtés. Je pense qu'il faut le balancer, il faut justifier correctement. Puis moi, je pense que c'est pas vrai que tout est noir ou tout est blanc. Je pense qu'il y a des zones grises. Puis je pense que les ministres doivent être à l'écoute des zones grises. Puis quand il y a des choses à changer, il faut dire oui, on est capable de le changer. Puis je pense que, tu sais, c'est vrai partout, de toute façon. Ici, la Naudière, il faut se souvenir que historiquement, vous avez été sous-financé depuis nombreuses années. Puis que même quand le gouvernement, c'est un gouvernement du Parti québécois, jamais on a corrigé cet état de situation-là. C'est un gouvernement libéral qui l'a fait. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut dire, ben c'est encore des coupures. Puis bon, j'ai vu la sortie de tous les députés péquistes qui sont mis ensemble, mais c'est parce qu'on peut aussi souligner les bons coups. Puis le gouvernement en a fait des bons coups, dont la série à Saint-Michel, dont Bridgestone. C'est des retombées économiques, ça. Puis ça fait la différence. T'sais. Si Bridgestone va bien, puis que Bridgestone s'implique dans la fondation de l'hôpital, ben ça va faire une différence aussi. Puis si les gens gagnent des meilleurs salaires parce qu'ils travaillent, puis qu'ils font qui font des dons, ben ça va aider à payer un équipement. Puis le gouvernement va payer l'autre bout. Puis tu sais, c'est pas que le gouvernement. Le gouvernement, c'est un bout. Mais quand tu parles du développement économique des régions, tu vas avoir une industrie sur laquelle l'économie va reposer. Tu vas avoir les retombées de l'activité gouvernementale. Donc, tous les fonctionnaires, les ministères, les hôpitaux, les CLSC, mettez tout ça ensemble. Puis après ça, c'est la balance des commerçants, les petites PME, l'agriculture, nos producteurs du terroir qu'on a. Tu sais, l'économie, ça repose... Tu sais, tout ton équilibre, là, il est là. Si tu as un secteur qui est débalancé, ça va pas bien. Mais si tout le monde est bien équilibré, techniquement, il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas capable de voir des belles choses. Puis quand on regarde le portrait qui est sorti pour la région de la Naudière, quand tu regardes dans l'ensemble, bien, la Naudière se positionne très bien. Je suis très fière d'être votre ministre, là. Je suis très fière de l'avoir gardé, celui-là, tu sais. C'est une réussite. C'est une réussite, oui. Moi, je vous dirais que oui, c'est sûr que il y aura toujours des choses à améliorer. Toujours, là. Puis la journée, quelqu'un va dire, moi, je suis parvenu, puis c'est bien beau, là. Non, je pense qu'on peut continuer d'améliorer constamment. On peut continuer d'être toujours performant. Mais c'est sûr que quand le taux de chômage est bas, ben il est bas. Tu sais, si tu veux faire quoi, faut que tu trouves d'autres manières. Si tu veux que tes entreprises continuent de venir s'établir, ça veut dire faut que tu fasses appel à l'immigration. Là, ça veut dire faut que tu tournes puis tu fasses d'autres défis, comme l'entente qu'on a faite ce matin avec la MRC des Moulins, parce qu'eux, ils les ont, les pénuries de main-d'œuvre. Pourquoi pas travailler avec l'organisme qui est là, qui facilite l'intégration, puis faire travailler tout le monde ensemble, parce que j'ai du monde qui veut travailler, puis j'ai du monde qui cherche des employés. On peut les mettre correctement ensemble? La réponse est oui.